When any two states go to war, then automatically the law of neutrality springs into existence. Lorsque deux États s'engagent dans une guerre, la loi de neutralité entre automatiquement en vigueur pour le reste du monde. Cela se produit par la loi, entraînant un grand nombre d'États à devenir soumis au devoir de neutralité. Ces devoirs juridiques impliquent principalement l'abstention et l'impartialité, qui relèvent de deux grandes catégories de devoirs. Ces devoirs sont devenus de plus en plus détaillés et exigeants tout au long du XIXe siècle. En conséquence, il y a eu une quantité significative de pratiques en raison du grand nombre d'États devenus neutres, indépendamment de leurs préférences. Necessarily because of the huge number of states that automatically became neutrals, whether they liked it or not. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal et je représente les études sur la neutralité. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter un homme que je considère comme le plus grand expert mondial en matière de droit et d'histoire de la neutralité, le Dr Stephen Neff. Le Dr Neff est professeur de guerre et de paix à la faculté de droit de l'Université d'Édimbourg. C'est un érudit très accompli dans le domaine du droit international. Il compte de nombreuses publications à son actif, dont des livres tels que Hugo Grotius sur le droit de la guerre et de la paix, La guerre et le droit des nations, La justice entre les nations, Une histoire du droit international et les droits et devoirs des neutres, Une histoire générale. Steve a également contribué à un court chapitre, mais à mon avis très éclairant et important, dans un livre que j'ai édité il y a 4 ans. Son essai s'intitule Une histoire de deux stratégies, la neutralité permanente et la sécurité collective. Dans cet essai, il soutient que les pays neutres offrent une alternative à l'approche tous pour un pour tous de la sécurité collective pour parvenir à la paix dans le système international. Aujourd'hui, nous souhaitons discuter de ce concept et de l'état de la neutralité dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la crise en cours en Palestine. Alors, bienvenue Steve et merci beaucoup de nous rejoindre en ligne. Oui, merci. Y a-t-il des sujets spécifiques que vous aimeriez discuter ou des questions que vous aimeriez me poser maintenant? Oui, exactement. Je souhaite commencer ce premier segment en discutant de votre analyse de la neutralité. Celle-ci est considérée comme une approche alternative à la sécurité collective. Pourriez-vous expliquer votre argument à partir de cet essai? Pourriez-vous utiliser certains des exemples que vous avez fournis? Pourquoi la neutralité est-elle considérée comme un concept opposé à la sécurité collective? Yes, that's right. Collective security and neutrality are, in a sense, opposite ways of Oui, tu as raison. La sécurité collective et la neutralité sont, d'une certaine manière, des méthodes contrastées pour aborder la question des conflits armés mondiaux et promouvoir la paix. Comme tu l'as mentionné, la stratégie « tous pour un et un pour tous » est l'approche de la sécurité collective. Il s'agit d'une méthode centralisée, que je qualifie d'approche descendante. Cette approche vise à unir le monde sous un seul gouvernement ou une alliance mondiale. L'objectif est que cette alliance mondiale impose la paix en vainquant tout agresseur. L'idée est qu'aucun agresseur ne peut réussir car son acte d'agression entraîne une réaction de la part du monde entier. Le monde entier peut vaincre un seul agresseur, peu importe sa puissance. Par exemple, un agresseur comme la Russie peut être plus puissant qu'un État victime comme l'Ukraine. Cependant, la Russie n'est pas plus puissante que le reste du monde. Pour que cela fonctionne, il faut un mécanisme de gouvernance pour unir tout le monde. Il est également important de noter que cette approche pourrait potentiellement étendre les conflits plutôt que de les limiter. Also, it does entail expanding conflict rather than restricting it, so that when a conflict breaks out, it's not just two countries involved, the attacker and the defender. Donc, lorsqu'un conflit éclate, ce ne sont pas seulement les deux pays impliqués, l'attaquant et le défenseur. Le monde entier devient impliqué, faisant des affaires de chacun les affaires de tous les autres. La neutralité est tout le contraire de cela. Cela signifie rester détaché, se retenir et ne pas s'impliquer. L'idée est que quelqu'un, d'une certaine manière, considère la neutralité comme une mauvaise citoyenneté du point de vue de la sécurité collective. Cela est perçu comme éviter ses responsabilités envers le monde. C'est ne pas soutenir les victimes contre les agresseurs. C'est se retenir et ne pas remplir son devoir propre. On pourrait argumenter, et si tout le monde agissait de cette manière? Alors, les agresseurs pourraient facilement cibler les États victimes un par un. Mais l'argument contraire pourrait être, si tout le monde était neutre, il n'y aurait pas de guerre pour commencer, n'est-ce pas? Le concept derrière la neutralité est que le conflit devrait être isolé et contenu. D'un autre côté, la perspective de sécurité collective croit que le conflit devrait s'étendre pour couvrir le monde.
Donc, ce sont deux stratégies complètement opposées pour aborder la question de la paix mondiale. For approaching the problem of world peace in general. Ils appartiennent également à deux paradigmes différents des relations internationales, n'est-ce pas? C'est similaire à la façon dont nous organisons le monde international. Le 19e siècle était organisé autour du paradigme de Clausewitz, plus ou moins. Cependant, le monde après la Première Guerre mondiale est ordonné autour d'un paradigme différent. Ce nouveau paradigme est représenté par la Société des Nations ou les Nations Unies. C'est une approche descendante pour établir la paix. Pourriez-vous élaborer un peu plus sur ce sujet? Yes, that's right. And the neutrality approach to peace does have. Oui, c'est correct. L'approche de neutralité envers la paix a effectivement une sensation basique du 19e siècle. C'est ce que les chercheurs en relations internationales ou en droit international appellent une approche positiviste. Ils considèrent les nations du monde comme des unités isolées et distinctes. Cela est évident dans le droit international où le principe fondamental est l'égalité souveraine des États et le devoir de non-intervention et d'autodétermination. Chaque État est indépendant. Chaque État a le droit de se développer et de se gouverner comme il le souhaite. Les États sont considérés comme des entités strictement indépendantes et séparées. Le droit international impose une structure normative dans une certaine mesure, mais cela se fait uniquement par la volonté des États. L'État est l'unité fondamentale des relations internationales. Cela correspond à l'école de pensée réaliste en relations internationales. En droit international, nous l'appelons l'école de pensée positiviste. L'accent est mis sur l'indépendance des États et leur isolement les uns des autres. Les paradigmes des 20e et 21e siècles, comme vous l'avez mentionné, sont très différents de la Société des Nations et des Nations Unies. Cela implique de rassembler tous les États en une seule entité collective, créant ainsi quelque chose qui ressemble à une communauté internationale. Cependant, la communauté internationale n'est en aucun cas une seule société. Ce n'est pas seulement une collection ou une agrégation d'unités entièrement séparées et indépendantes. Cette perspective met l'accent sur l'interdépendance des États les uns envers les autres plutôt que sur leur indépendance les uns des autres. Ces deux approches reflètent une vision plus profonde de la nature de la communauté internationale. Elle remet en question s'il s'agit d'une agrégation d'unités séparées ou de quelque chose de plus proche d'une véritable communauté. Or whether it is something like a true community on the other. And if you look now at the history of the development of the concept of neutrality itself, Si vous examinez l'histoire du concept de neutralité, vous verrez qu'il s'est développé sous les deux paradigmes. Intuitivement, on pourrait penser que la neutralité et le droit de neutralité ne se développeraient que dans le paradigme du 19e siècle où tous les États sont indépendants. Dans ce monde, certains États choisissent de rester en dehors des conflits des autres. Le droit de neutralité que nous avons aujourd'hui, en particulier les conventions de La Haye, remonte à ce paradigme. Cependant, même au XXe siècle, il a continué à évoluer, notamment dans le droit international coutumier concernant le comportement, les droits et les devoirs des États neutres. Comment percevez-vous cela? Quelles conditions permettent aux États neutres de prospérer et de contribuer à un monde pacifique? environment for neutrals to prosper in or to add to a peaceful world. And I would say that in the 20th and 21st centuries, it's really a matter of neutrality law. Je soutiendrai que, au cours des 20e et 21e siècles, la loi de neutralité a réussi à survivre plutôt qu'à prospérer. Cela est principalement dû au fait qu'elle est fondamentalement incompatible avec la vision de sécurité collective. Comme je l'ai mentionné précédemment, au début de la Société des Nations, certains politiciens, dont un éminent universitaire et le ministre des Affaires étrangères de la Grèce à l'époque, croyaient fermement que la neutralité était obsolète. Ils soutenaient qu'elle était totalement incompatible avec notre monde et que sa disparition était un développement positif. Cependant, malgré ces défis, la neutralité a réussi à perdurer. Cela est dû au fait que la vision de sécurité collective n'a pas été réellement efficace, sauf dans quelques cas notables. En général, la neutralité continue d'exister et même de prospérer dans la mesure où la vision de sécurité collective a trébuché. Même à l'époque des Nations Unies, et dans une moindre mesure à l'époque de la Société des Nations, l'approche de la neutralité a parfois été adoptée. Cela est particulièrement évident, et nous pourrons en discuter ultérieurement, dans l'imposition d'embargos sur les armes aux États impliqués dans un conflit. Souvent, ces embargos sont imposés aux deux parties, exhortant le monde à s'abstenir de s'impliquer. Cela se produit même lorsque les forces de l'ONU ne sont pas déployées ou n'interviennent pas pour aider une victime. Dans de tels cas, l'approche de la neutralité est souvent adoptée. Ainsi,
La neutralité a réussi à survivre. C'est un système solide et résilient, et le monde a trouvé un véritable besoin pour cela. Cela peut être observé d'un point de vue historique. Si nous remontons au Moyen Âge et examinons la période où la théorie de la guerre juste prévalait, nous pouvons voir que cette théorie, d'une certaine manière, avait une mentalité de sécurité collective derrière elle. Just war theory, in a way, had a collective security mentality behind it. That is, that states in general were under an obligation not to assist an aggressor. Le principe général est que les États sont tenus de ne pas aider un État agresseur. Ils n'ont pas nécessairement à intervenir ou à former une force multilatérale, mais ils ne doivent pas soutenir l'agresseur et doivent soutenir la victime. Cela signifie que la neutralité est souvent perçue de manière négative. Lorsqu'Hugo Grotius a écrit au XVIIe siècle, la seule zone où il a utilisé des exemples contemporains pour illustrer ces points était la neutralité. Cela s'explique par le fait qu'il n'a pas pu trouver de précédents historiques ou classiques significatifs à ce sujet. La neutralité s'est donc développée de manière autonome et a véritablement pris son essor pendant l'ère positiviste du XIXe siècle. C'était une époque où des théories comme la théorie de la guerre juste étaient abandonnées. Le dogme complet de l'indépendance des États était insisté et placé au cœur du droit international. C'était à ce moment-là que la neutralité était à son apogée. Même maintenant, je soutiendrai que le traité le plus complet sur la neutralité est celui de Richard Klein, un écrivain suédois de la fin du XIXe siècle. Il a résumé la quantité importante de pratiques qui s'étaient développées à cette époque. C'était l'âge d'or de la neutralité. À l'ère actuelle de la sécurité collective, la neutralité est souvent considérée comme une gêne. C'est quelque chose qui peut être toléré ou même utilisé, mais ce n'est pas activement promu. Elle survit dans les lacunes et les zones négligées de notre système juridique. Que cela soit heureux ou malheureux dépend de votre point de vue. Les lacunes et les zones négligées sont assez importantes car le système de sécurité collective n'est pas très efficace en pratique. The collective security system is highly ineffective in reality. Yeah, I keep saying to my students, Je dis souvent à mes étudiants que l'existence de la guerre donne naissance au concept de neutralité. Le fait que nous n'ayons jamais complètement éradiqué la guerre signifie qu'il y a toujours quelque chose envers quoi rester neutre. Cependant, c'est de vous, il y a 4 ans lors de cette conférence, que j'ai appris une nouvelle perspective. Vous avez dit que l'étude du droit international est comme l'étude de l'émergence de l'ordre à partir du chaos. Ce sont vos mots. Vous avez ensuite expliqué comment le droit de la neutralité, en particulier, est un aspect très détaillé de cet ordre au sein du chaos. Pourriez-vous développer cela? Pourquoi est-ce que le droit de la neutralité, parmi toutes les branches du droit international, est-il si détaillé? Yes, it is quite detailed, and perhaps the most detailed part of all of international Oui, law. c'est très détaillé, peut-être la partie la plus détaillée de tout le droit international. Cela s'explique par la grande pratique du XIXe siècle. C'est à cette époque que la jurisprudence a commencé à se développer. Il faut considérer que la neutralité s'applique à l'échelle mondiale. En cas de conflit armé entre deux États, ils doivent respecter le droit des conflits armés. Cependant, lorsque deux États entrent en guerre, le droit de neutralité entre automatiquement en vigueur pour le reste du monde. Cela se produit automatiquement par la loi. En conséquence, un grand nombre d'États deviennent soumis au devoir de neutralité. Les devoirs juridiques impliquent principalement l'abstention et l'impartialité. Ce sont les deux principales catégories de devoirs. Ces devoirs sont devenus plus détaillés et exigeants au cours du XIXe siècle. Cela s'explique par le fait qu'un grand nombre d'États devenaient automatiquement neutres, qu'ils le veuillent ou non. Cela a conduit à beaucoup de pratiques. Une question que les gens avaient été que les États, en entrant en guerre, soumettaient tous les autres États aux règles du droit de neutralité, sans que ces États aient leur mot à dire dans cette affaire. To the strictures of the law of neutrality without their having any say in the matter. But the strictures of the law of neutrality are actually quite beneficial to Les lois de neutralité sont très bénéfiques pour les parties neutres, n'est-ce pas? Je veux dire, les neutres bénéficient de nombreux droits. Cependant, ces droits sont souvent gravement violés par les belligérants. Alors, même aujourd'hui, les États ne devraient-ils pas avoir intérêt à renforcer ces droits? Par exemple, le droit de commercer avec toutes les parties impliquées dans la guerre. Yes, there is the right to trade with both parties, although that's restricted also. Oui, il y a un droit de commerce avec les deux parties, mais il est également restreint. Le commerce de contrebande de guerre n'est pas autorisé. Les violations des blocus sont également interdites. Il existe d'autres catégories également,
tels que ce qui est appelé service non neutre. Même la fourniture de services courants aux belligérants peut violer le principe du devoir d'abstention. Les devoirs d'abstention et d'impartialité sont devenus plus stricts, notamment pendant la guerre civile américaine. Dans l'arbitrage qui a suivi entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, il a été établi que les États neutres ont un devoir important. Ils doivent surveiller ce qui se passe dans leur propre pays pour s'assurer que même les partis privés ne soutiennent pas un camp ou l'autre. Ce devoir de surveillance ou d'autosurveillance est devenu plus intense au cours des 19e et 20e siècles. Les États belligérants ont parfois obtenu le droit de détruire ou de couler des navires neutres, au lieu de simplement les amener devant des tribunaux des prises. Ainsi, les devoirs imposés aux neutres sont devenus assez sérieux. Cependant, des droits étaient également attachés. Although, of course, there were rights attached as well. But there was the asymmetry, too, that the neutrals couldn't feasibly do very much to protect their... Cependant, il y avait aussi un déséquilibre. Les neutres ne pouvaient pas réalistiquement faire grand-chose pour défendre leurs droits. Ils pouvaient riposter si leurs droits étaient violés. Mais alors, ils risquaient d'être entraînés dans la guerre, tout comme les États-Unis l'ont été pendant la Première Guerre mondiale lorsqu'ils ont essayé de défendre leurs droits. Les belligérants sont déjà en guerre, donc ils ont peu à perdre en violant les droits des neutres. Cela a souvent conduit à ce que les neutres soient désavantagés au détriment des belligérants. Cela était évident dans la guerre civile espagnole, bien que ce ne fût pas exactement un cas de neutralité car il s'agissait d'un conflit civil. Cependant, il était traité comme s'il s'agissait d'un conflit international. Les États non intervenants, comme ils s'appelaient eux-mêmes, étaient censés se surveiller strictement. Mais cela a entraîné de nombreux problèmes et controverses au sein de leur propre pays, et il y a eu de nombreuses violations. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un bon exemple de la difficulté de respecter les lois de neutralité. Maintenant, si nous examinons la loi de neutralité, comme vous l'avez mentionné, elle a survécu plus qu'elle n'a prospéré au cours du XXe siècle. Pouvez-vous penser à des aspects de la loi de neutralité moderne qui ont été ajoutés ou qui sont des précédents importants du XXe siècle? Je fais référence à la fois aux négociations de traités réels et aux nouvelles pratiques qui ont émergé. Le plus significatif d'entre eux a été pendant la guerre froide, avec le mouvement des non-alignés. La manière dont le mouvement des non-alignés s'est comporté, en ne prenant parti ni d'un côté ni de l'autre, a-t-elle influencé le droit international? Ou est-ce encore complètement séparé même aujourd'hui? I would say it's completely separate, that the non-aligned movement did not make any Je soutiendrai que le mouvement des non-alignés n'a pas contribué au droit de neutralité. C'était un mouvement politique qui a choisi de ne pas rejoindre l'un des camps en compétition. Cependant, la neutralité devient particulièrement importante pendant une guerre active. Le conflit où la neutralité a joué le rôle le plus significatif depuis la Seconde Guerre mondiale a été le conflit Iran-Irak dans les années 1980. Nous pourrions en discuter plus tard, mais il est quelque peu surprenant que la neutralité n'ait pas joué un rôle significatif dans le conflit Ukraine-Russie, du moins pas encore. Cela pourrait changer à l'avenir. Played a large role in the Ukraine and Russia conflict, but that may change.